regardez comment se forme l'élite, y compris l'élite militaire, et vous ne serez pas surpris des résultats. Je vous ai dit tout à l'heure que l'effondrement français de 1870 était dû à un effondrement de l'élite politique et militaire. Les Français en ont tiré conséquence et ont construit et ont créé l'école de sciences politiques, l'école libre de sciences politiques est devenue l'école Sciences Po aujourd'hui, qui est une merveilleuse école. Quelle est la formation militaire de l'élite militaire de ces pays? L'exemple est donné incidemment par le cas du Cameroun. Quelle est la formation militaire? Le Cameroun est indépendant le 1er janvier 1960 et le Cameroun n'a pas d'armée quelques mois avant. Donc à la hâte, on forme quelques militaires, mais surtout, on va créer immédiatement après une école militaire interarmes, dit-on, qui va être le centre de formation des militaires de toute la région. Ce n'est pas là-bas que vous allez apprendre la formation du patriotisme, comme je dis. Et je ne crois pas une seconde que les soldats français, ou les Français ou les Allemands, puissent apporter la formation militaire adéquate aux soldats africains d'aujourd'hui. On peut apprendre à utiliser un pistolet ou un revolver ou une arme, n'importe quoi, mais le logiciel qu'il y a dans votre tête, les Français ne peuvent pas l'apprendre. Et cette école militaire interarmes, dont le premier directeur était celui qui avait contribué à tuer les Camerounais lors des combats pour l'indépendance, on le met, c'est un criminel qui est mis à la tête de la formation de l'école qui va rayonner sur toute la région. Donc, vous avez ce genre de formation, vous avez une élite politique qui est défaillante, et vous arrivez, par une succession de coups d'État et d'affaiblissement économique, à l'affaiblissement qui a été la Centrafrique. Et les choses, il y a une logique dans les choses. Il y a une logique, et la logique est telle que, quand le moment de vérité arrive, et qu'il faut que des soldats d'un pays, d'une nation, remplissent leur premier devoir, qui est celui de défendre le territoire, et non d'être des armées qui sont en fait des entités décoratives pour faire des parades, des défilés, ou bien défendre le réduit qu'est celui du président de la République, et de son clan ou de ses amis. Quand le moment véritable arrive, il n'y a presque pas de combat, et les rébellions montées passent comme dans du beurre jusqu'au palais présidentiel. Et ce qui est loufoque ici, c'est qu'à ce moment, le dirigeant menacé, appelle au secours la France, appelle au secours l'étranger, parce qu'il n'a pas pu, comme le font les Israéliens, pour moi qui est un exemple à suivre, constituer en soi une force militaire qui est capable d'affronter les dangers les plus imminents. Donc, vous allez vous en remettre à ceux qui vous ont opprimé pour vous défendre. Vous ne pourrez jamais réussir et ils ne vous défendront jamais. Ils ne vous défendront jamais pour deux choses. Premièrement, n'oubliez pas qu'une nation n'est pas faite seulement de vivants. La nation est faite de vivants et de morts, et de ceux qui vont venir. Or, si vous, parce que vous êtes vivants aujourd'hui et que vous avez oublié vos morts, et surtout vous avez oublié les bourreaux qui ont tué vos morts, qui vous ont mis en esclavage, qui vous ont colonisé, qui les ont martyrisés, si vous aujourd'hui, parce que personnellement vous vous sentez en difficulté et que vous allez faire appel à ces victimes, je ne crois pas que vos morts vous respecteront. Et là où ils sont, ils ne pourront pas accepter votre victoire. Et ça, c'est la tragédie personnelle de la classe dirigeante des Africains aujourd'hui, qui veut que, au lieu de constituer de véritables armées qui soient là, qui est un vrai... Et il y a la matière. Il y a aussi bien la matière humaine, parce qu'il y a une jeunesse qui est prête à se battre. Il y a la matière financière, il y a la matière économique. Plus qu'Israël, l'Afrique c'est près d'1 milliard d'habitants. Je vous dis qu'Israël c'est 6 millions. Mais 6 millions de gens décidés. Chaque Israélien, y compris les petites filles, sont prêtes. Parce qu'on leur a dit, ici c'est chez vous, vous devez vous battre pour que plus jamais cela. Si un continent d'1 milliard d'habitants
n'est pas capable de tirer des conclusions pour avoir la formation militaire, pour avoir constitué la capacité militaire de défendre, et que le moment crucial arrivé, vous vous en remettez à ceux qui vous ont tué vos ancêtres, ceux qui ont massacré et qui, d'une certaine façon, continuent plus ou moins à avoir du devant sur vous, il y a une logique dans la vie. Et je vous disais que c'était la première raison, les morts que vous ignorez parce que vous ignorez l'oubli, vous avez la mémoire courte, vos morts qui pleurent, qui au contraire demandaient justice, et que c'est à leur bourreau que vous allez demander votre survie, je ne crois pas que la logique de ces morts soit en votre faveur et soit prête à vous aider. La deuxième raison pour laquelle je pense foncièrement que ce n'est pas la voie du salut, c'est que nous sommes dans un monde en compétition. Nous sommes dans un monde en compétition et chacun va essayer de défendre son territoire et ses intérêts. Et l'Europe, ou plus généralement l'Occident, est en difficulté économique prolongée. Et il n'y a aucune raison qu'ils viennent pour vos beaux yeux. Donc ils ont des intérêts à défendre et c'est tout à fait logique. Et c'est cette logique que nous devons aussi appliquer. Alors pour conclure maintenant, parce que je suis allé trop loin, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire pour nous? Parce qu'il faut toujours voir où nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut dire trois choses. On peut d'abord faire, encore une fois, ce travail de ne pas oublier. Le travail de ne pas oublier est important. Parce que, comme je vous dis, comme le disait très bien dans ce livre, c'est ce constant regard entre le passé pour garder présent à l'esprit les leçons. Ce n'est pas pour rien que, excusez-moi de revenir sur l'exemple d'Israël parce que c'est fascinant, chaque fois les Israéliens prendront référence à dire « il nous est arrivé ceci ». Et de génération en génération, on apprendra. S'il le faut, on va l'écrire sur les plaques dans Paris, tel jour, on a tué tel nombre d'enfants qui sont allés au camp de concentration, etc. Parce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, ce n'est pas par haine des Français, mais parce que c'est un fait historique, présent à l'esprit des faits historiques qui sont passés, parce que si quelqu'un vous piétine, et vous continuez à dire non, non, vous ne m'avez pas piétiné, il continue à vous piétiner même s'il ne s'en rend pas compte. Si quelqu'un vous piétine, vous dites ne me piétinez plus, je ne veux pas être piétiné, et laissez-moi tranquille. Donc, vous allez, mais s'il vous a piétiné hier, vous devez lui dire, vous m'avez piétiné hier. Et vous devez, s'il ne reconnaît pas qu'il vous a piétiné hier, et que, puisqu'on va même dire, plus loin, on va dire qu'il y avait les bienfaits de ce piétinement, donc vous avez eu, avec tout le débat sur ce qu'on a dit, les bienfaits de la colonisation, ça veut dire que non seulement, ils ne vont pas faire amende honorable, c'est qu'ils sont prêts à recommencer. Donc, le premier truc important pour moi, c'est ne pas oublier. Le deuxième, c'est essayer autant qu'on peut de continuer à s'instruire. À s'instruire et de façon autonome. C'est pas parce qu'on m'a demandé de venir parler que tout ce que je dis coule de soi. Continuons à avoir le sens critique pour ne pas nous laisser emporter par la vague dominante. Et c'est en cela que l'exemple de l'économiste allemand Friedrich List est intéressant. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était ignoré par ses pairs, qui était méprisé, qui était un petit économiste, d'un petit professeur d'une petite université, d'une petite ville de province. Alors que les grands pontes, ceux qui avaient l'honneur, diffusaient la pensée économique dominante qui maintenait l'Allemagne dans la pauvreté, sans que les Allemands se rendent compte. Donc, continuer à avoir un regard autonome et objectif sur les causes de notre mal, essayer là où on peut, avec les moyens qu'on peut, d'apporter une réponse. Et enfin, comme boussole de l'action, parce que tout doit se terminer par l'action. Parce qu'on peut parler, si on n'agit pas, il n'y a pas d'action. Comme boussole de l'action, il faut s'unir. Il faut s'unir et agir pour s'unir. Les modalités de cette union et de cette unité, personne ne sait ce que c'est. N'oubliez pas l'exemple de Marcus Garvey. Marcus Garvey
qui pour moi reste le premier à nous apprendre la leçon de l'union, et qui en son temps était aussi méprisé, parce que n'étant pas un universitaire, étant un petit Jamaïcain arrivé aux États-Unis qui a pris des travaux de manuel, mais qui a construit ce qui, à mon avis, est à ce jour la plus grande organisation qui ait jamais existé pour unir les Noirs dans le monde. Donc, faisons chacun, là où nous sommes, le petit travail de l'union, et puis la suite nous dira où nous pouvons aller. Je vous remercie.